Noël est un vilain raté, moqué pour sa compétence de baratineur inutile, mais tout change quand il manipule les plus grands aventuriers pour former le clan le plus puissant et les domine tous. Le récit commence il y a quelques années, quand un portail démoniaque s'est ouvert dans la ville natale de Noël, libérant une horde de démons. Mais le grand-père de Noël, Brandon, un chasseur de démons appelé Chercheur, s'est équipé pour le protéger et a anéanti la horde entière à lui seul. Après la bataille, il fut gravement blessé. Dans ces derniers instants, Noël s'approcha et jura en larmes de devenir le plus puissant chercheur du monde, comme lui. 2 ans plus tard, Noël devient chercheur et rejoint un groupe de débutants. Lors d'un raid, il dirige la bataille depuis l'arrière, tandis que Tanya, Walter et Lloyd suivent ses ordres jusqu'à vaincre les monstres. Après le combat, Walter félicite la classe de Noël, qui leur facilite grandement les choses. Mais au fond, Noël sait que sa classe, celle de baratineur, est la plus nulle. Elle ne lui permet que d'invoquer des mots qui améliorent la force de combat de son groupe, le laissant, lui, totalement impuissant. Soudain, la reine des monstres apparaît et libère un gaz empoisonné qui étouffe Noël. Les autres tentent de le sauver, mais submergés par les petits monstres, Walter hurle à Noël de se ressaisir et de donner des ordres. Noël lance alors la contre-attaque. D'abord, il invoque le buff vocal du tacticien pour booster les capacités de son groupe. Pendant qu'ils se battent, Tanya panique en voyant 3 monstres. Noël l'aide à se concentrer avec un autre ordre puis gèle 2 monstres avec la balle de glace de son pistolet magique. Alors que le dernier monstre le charge, Noël ordonne à Lloyd et Walter de frapper la reine avec leurs attaques les plus puissantes. Ce qu'ils font et il échappe de justesse à être embroché tandis que le petit monstre meurt. Plus tard ce soir-là, Noël et son groupe rentrent à la capitale pour partager leurs gains, mais Tanya se plaint que leur salaire n'est pas suffisant pour un travail si risqué. Noël lui répond qu'il existe des emplois bien mieux rémunérés, mais comme le gouvernement ne les confie qu'aux grands clans, il suggère qu'ils créent le leur, et ce, dès maintenant. Choqué, Lloyd est mal à l'aise. Il rappelle à Noël que fonder un clan coûte 20 millions et qu'ils n'ont que 12,8 millions, mais Noël promet de couvrir le reste des frais, seul. Là-dessus, Lloyd se met à geindre comme un gamin gâté, affirmant qu'ils sont trop inexpérimentés pour un clan, mais Noël rétorque qu'il vaut mieux commencer et apprendre sur le tas que de procrastiner. Il leur demande ensuite leur réponse. Walter accepte immédiatement, mais Lloyd demande à Noël s'il est vraiment sérieux. Noël jure qu'il est prêt à quitter le groupe pour suivre son rêve de devenir le plus puissant chercheur s'il s'oppose à ses suggestions. Pour éviter cela, Lloyd cède finalement sous la pression et il termine la réunion sur une bonne note. 2 jours plus tard, Walter se précipite dans la chambre de Noël et lui annonce que Lloyd et Tanya les ont trahis et se sont enfuis. Confus, Noël songea à leur accorder le bénéfice du doute, mais après avoir lu leurs notes, il apprit que Lloyd avait fait de très mauvais investissements, utilisé tous les fonds du groupe pour les rembourser, puis s'était enfui avec Tanya pour éviter d'être pris, ce qui l'a vraiment mis en rogne. Il demande à Walter comment il a trouvé la note. Walter lui dit que le propriétaire de la pension de Lloyd la lui a donnée plus tôt et que ses crapules se sont éclipsées vers 20h la nuit précédente. Irrité, Noël sait qu'ils voyagent à pied pour ne laisser aucune trace. Il dit à Walter qu'ils vont demander autour d'eux jusqu'à savoir où ils sont. Alors que Walter menace de détruire Lloyd, Noël lui fait savoir que même s'il rattrape ses Craded White Hope, ses crapules, ils ne récupéreront jamais leur argent. S'ils veulent se venger, il leur faut un plan qui ruinera la vie de Lloyd et Tanya pour toujours. Quelques instants plus tard, Noël fait irruption dans la taverne des chercheurs avec Walter, attire l'attention de tous les convives, expose le crime de détournement de fonds de Lloyd et Tanya, et offre 2 millions à quiconque peut les capturer vivants. Après un bref silence, un grand gaillard maigre nommé Wolf s'approche de Noël et lui demande s'il sait où sont les criminels. Noël dit qu'il ne connaît pas leur emplacement, mais il donne à Wolf des informations exploitables. Presque aussitôt, Wolf, son groupe et quelques autres chercheurs se précipitent pour commencer leurs recherches. Peu après, un vieux chercheur rincé appelle Walter et Noël à l'écart et leur dit qu'il a vu Lloyd et Tanya en rentrant d'un travail. Quand Walter demande où, la vieille crapule rusée leur dit de le payer les 2 millions promis pour cette information. Là-dessus, Noël sort son côté Saul Goodman et contraint le vieux à accepter 1 million pour avoir balancé. Dès que le vieil homme révèle le dernier emplacement de Lloyd et Tanya, Noël ordonne à Walter de rejoindre le groupe du vieux chercheur à la porte sud et de l'attendre pendant qu'il s'occupe d'une urgence.
Quelques heures plus tard, Noël rejoint Walter et les autres à la porte sud. Avant de partir, Walter lui demande s'il est vraiment confiant de pouvoir affronter Lloyd et Tanya, même si ça tourne mal. Noël l'assure qu'il peut s'en occuper. Quand on lui demande pourquoi, il dit à Walter qu'il ne fait jamais confiance à personne aveuglément et a toujours eu un plan de secours en cas de trahison. Pour lui, ce n'est qu'une de ces choses qui arrivent. Plus tard ce soir-là, Noël et ses sbires retrouvent Lloyd et Tanya dans un petit village des plaines. Après les avoir encerclés, il les étourdit avec un commandement vocal pour les empêcher de riposter et les traîne dans un cimetière pour les interroger. Après quelques banalités, Noël demande calmement à Lloyd d'expliquer ce qu'il a fait de leur récompense du dernier raid. Quand Lloyd avoue avoir utilisé tout l'argent pour payer une dette, Noël réalise enfin que cette crapule inconsolable a en fait dilapidé les 12,8 millions qu'il lui avait confiés. Malgré avoir été démasqué, Lloyd n'a jamais montré de remords, estimant que Noël et Walter n'avaient aucun droit de le pointer du doigt. Il tente même de les manipuler en se plaignant des fardeaux du leadership, mais Noël donne un coup de pied dans la bouche de l'idiot et lui rappelle que personne ne l'a forcé à être le chef du groupe. Peu après l'avoir frappé encore quelques fois, Lloyd commence à cracher du sang et implore pitié. Noël l'ignore, mais alors qu'il s'apprête à continuer, Tanya le supplie d'arrêter de faire du mal à Lloyd. Dégoûté, Noël lui rappelle que ses coups de pied sont classés tout public et ne discriminent pas les femmes. Alors, si elle veut qu'il arrête de frapper Lloyd, elle doit être prête à prendre les coups à sa place. En entendant cela, Tanya commence à bégayer, mais Noël invoque alors une compétence de baratineur appelée confession qui force à dire la vérité sur elle et regarde la femme honteuse admettre être la complice de Lloyd. Même démasquée, Tanya évite ses responsabilités comme la peste, accusant Noël d'utiliser illégalement le contrôle mental à des fins personnelles. Mais quand Noël lui rappelle que la loi l'autorise à l'utiliser pour faire avouer les criminels, Tanya réalise qu'elle est cuite et ferme son clapet. Juste à ce moment, le vieux chercheur de tout à l'heure commence à réclamer son million, mais quand Noël lui dit de se calmer, il l'accuse de les avoir dupés. Pour le faire taire, Noël donne un coup de poing surprise au vieux schnock dans la poitrine, l'assommant. Puis il reporte son attention sur Lloyd et Tanya. Peu après, une sorte de James Charles de la Révolution française, version contrefaite, arrive dans un carrosse élégant. Les autres le reconnaissent instantanément, c'est Finocchio, le plus infâme marchand d'esclaves. Après les salutations d'usage, Noël révèle froidement qu'il va vendre Lloyd et Tanya à Finocchio comme esclaves pour couvrir leurs pertes. Quand Tanya tente de refuser, Noël menace de les livrer à la police militaire pour qu'ils soient envoyés travailler dans les mines pendant 10 ans, ce qui est bien pire. Elle se tait immédiatement. Ceci réglé, Noël demande à Finocchio d'évaluer le duo et de proposer un prix raisonnable. Peu après, Finocchio propose 6 millions pour les deux, bien moins que leur prix initial, et prétend que c'est à cause d'une étrange politique qui force le RIS à réduire les dépenses. En entendant cela, Noël augmente le prix à 15 millions. Dès que Finocchio panique, Noël promet de falsifier illégalement le prix de vente pour augmenter leur valeur en tant qu'esclave, afin que Finocchio puisse gagner jusqu'à 90 millions à leur revente, même avec cette politique insensée. Comme Finocchio est un idiot cupide qui cherche toujours à se faire de l'argent facile, il accepte finalement l'accord. Alors qu'ils se préparent à partir, Tanya supplie Noël une dernière fois de changer d'avis. Mais quand Noël refuse de céder, elle se tourne vers Walter et tente de jouer sur son affection pour le forcer à l'aider. Quand Walter refuse, elle devient folle et lui dit qu'il mourra un pathétique puceau. Peu après que Finocchio soit parti avec ses nouveaux esclaves, Noël paie le vieux chercheur son million et retourne à la capitale, déterminé à devenir le plus puissant chercheur. Arrivé là, Noël tente de convaincre Walter de le rejoindre pour qu'ils puissent reconstruire leur groupe de zéro. Mais malheureusement, Walter craint d'être trahi à nouveau. Il s'excuse auprès de Noël et quitte complètement le métier de chercheur. Le lendemain, Noël le raccompagne à la porte du Capitole, puis part pour recommencer le groupe à zéro. Quelques jours plus tard, alors que Noël se détend au club pour recruter de nouveaux membres, Wolf l'approche et tente de le recruter. Noël prend son temps pour y réfléchir. Quand Wolf continue de l'importuner, les membres de son groupe arrivent et une elfe, Lycia, le dénigre juste pour qu'il lâche Noël. Alors que Wolf est sur le point de répondre, Noël répond à sa demande, lui disant qu'il rejoindra leur groupe s'il le nomme chef. Les autres membres acceptent étonnamment. En tant que chef actuel, Wolf a le cœur brisé, mais alors qu'il s'apprête à se défendre, une magnifique beauté chocolatée avec des atouts dignes des Kardashian et un style d'enfer se présente comme Alma et dit à Noël qu'elle est là pour devenir chercheuse dans son groupe. Intrigué par son côté insaisissable, Noël organise immédiatement une réunion pour discuter des détails. Après les formalités, il demande sa classe et son rang. Alma dit qu'elle est une éclaireuse de rang C.
Là-dessus, Noël s'intéresse immédiatement à elle, car il sait que les éclaireurs sont des trackers importants lors des raids de donjons et d'abysses. Pour sa dernière question, il lui demande pourquoi elle veut devenir chercheuse, mais Alma dit que cela ne la concerne pas, car elle est plus intéressée par son identité de petit-fils du légendaire Overdeath, le surnom donné à Brandon à son apogée. Confus, Noël lui demande ce que son grand-père lui a fait. Quand Alma dit que Brandon ou Overdeath a tranché le bras droit de son grand-père, Noël craint qu'elle ne soit là pour se venger. Cependant, avant qu'il ne panique, Alma l'assure qu'elle est là juste pour voir quel genre de chercheur il devient. Noël, satisfait de ce qu'il entend, s'excuse au nom de Brandon. Puis, il demande le nom de son grand-père. Au moment où Alma présente son grand-père comme Alcor Judicali, tout le club se tait comme s'il venait de voir un fantôme. Et c'est parce qu'Alcor, maintenant décédé, était le légendaire assassin qui a fondé la célèbre Société des Assassins. Après un bref silence, un énorme baraquet dopé aux stéroïdes nommé Logan se lève et commence à dénigrer Alma pour être entré dans leur taverne sacrée avec une identité si entachée. Alma sait que l'idiot fait son numéro, mais avant de réagir, elle demande à Noël la permission de tabasser le gorille. Noël le lui permet, Alma esquive le premier coup de Logan, le gifle à genoux, puis lève son pied droit, le laissant apercevoir ses fesses couleur chocolat, et lui donne un coup de pied hache qui l'envoie faire une sieste rapide. Choqué par sa force, Noël l'embauche immédiatement sur le champ. Plus tard, il lui offre des beignets frits et l'emmène dehors pour mieux discuter. Pendant qu'elle mange ses beignets, Alma raconte à Noël à quel point Alcor était effrayé et embarrassé par Overdeath après avoir perdu. Mais Noël ignore cette discussion et lui demande si elle a vraiment passé toute sa vie à s'entraîner dans les montagnes pour être une assassine. Quand Alma affirme que oui, il lui demande pourquoi elle n'a pas rejoint la société. Alma dit que c'est parce qu'il ne pensait pas qu'elle convenait. À l'époque, sa force était inégalée. Même après avoir facilement réussi son épreuve de force, le chef actuel de la société, Simon, l'a quand même rejeté. Il prévoyait de transformer la société d'une organisation secrète indépendante en un groupe affilié au gouvernement, axé davantage sur l'espionnage que sur le meurtre à gages. Pour que cela réussisse, Simon n'avait pas besoin d'assassins comme elle, formés à l'ancienne, c'est pourquoi elle a été rejetée. Quelques instants plus tard, Noël emmène Alma profondément dans les bois pour s'entraîner. En chemin, il lui enseigne l'importance des commandes de buff de la classe de baratineur et comment elles peuvent affecter le cours entier d'une bataille. Quand ils arrivent sur leur site d'entraînement, Noël dit à Alma qu'il compte la buffer avec sa classe et la faire attraper un monstre lapin cornu pour voir à quel point ils sont compatibles sur le champ de bataille. Alma est un peu confuse au début, mais juste au moment où elle s'apprête à ouvrir la bouche, Noël explique à son cerveau résistant à la logique qu'il veut simplement lui faciliter grandement le combat. Cela dit, il demande si elle possède la compétence Axel en tant qu'éclaireuse. Alma lui dit que oui et qu'elle peut l'utiliser pour se déplacer à 5 fois sa vitesse normale. Noël demande alors si elle avait toujours pu aller aussi vite dès le début, mais Alma dit que non, car elle a dû entraîner ses muscles et ses os pour éviter de les détruire en courant. Ceci réglé, Noël demande à Alma de repérer environ 13 lapins cornus dans un rayon de 200 mètres. Puis il la buffe avec le commandement vocal de combat du tacticien et lui dit d'empiler sa compétence Axel au maximum pour voir si elle pourra courir à 6 fois sa vitesse normale. Ensuite, il règle son chronomètre pour 10 secondes afin d'évaluer le temps qu'il lui faudrait pour attraper un lapin, puis commence l'entraînement. Presque immédiatement, Alma augmente sa vitesse Axel de 5 fois et attrape les 13 lapins cornus en un temps record de 8,6 secondes. Une fois l'entraînement terminé, Noël exprime son choc devant la rapidité avec laquelle Alma s'est adaptée à ses buffs, surtout que c'est leur première fois ensemble. Alma demande s'ils feront d'autres entraînements, mais Noël lui dit que c'est fini car ils doivent prendre leur première requête en tant que groupe de 2. Alma commence immédiatement à s'agiter, pensant qu'ils partent pour une quête des abysses, mais Noël sort soudain une lettre du maire d'un village lointain qu'il a jadis aidé et révèle qu'ils y retourneront pour les aider à éliminer un groupe de bandits. Après avoir traversé les prairies pendant plusieurs heures, Noël et Alma s'arrêtent à Eudora pour se reposer. Ils tentent de s'enregistrer dans plusieurs auberges de luxe en ville, mais sont rejetés à chaque fois. À la tombée de la nuit, ils trouvent enfin une chambre décente, mais comme il n'y a qu'un seul lit, Noël décide de dormir par terre, tandis qu'Alma prend le lit. En tant que fille ayant vécu toute sa vie dans les bois, Alma lui demande pourquoi ils ne peuvent pas dormir ensemble. Et Noël dit que c'est parce que son petit soldat pourrait faire quelque chose de stupide d'ici minuit. Ceci dit, il prend une douche et ressort quelques minutes plus tard, torse nu. Quand Alma voit ses abdos, elle lorgne ses muscles parfaitement dessinés, ce qui le déroute. Puis elle explique qu'elle a juste pitié de lui, car peu importe à quel point il s'entraîne, sa compétence inutile ne lui permettra jamais de devenir le chercheur ultime.
Noël le sait déjà, mais les mots d'Alma l'affectent tellement qu'il lui donne une tape sur la tête et lui dit de s'occuper de ses affaires. À minuit, Noël se souvient de tout ce qu'Alma a dit ce soir-là, ainsi que des choses que Brandon lui avait promis d'enseigner de son vivant, et devient ému. À l'aube, Noël se réveille et trouve Alma dormant dangereusement près de lui, presque nue, ses seins doux et succulents collés à son visage. Terrifié, il tente de se faufiler hors de ce paradis, mais Alma le tire plus près, forçant le stupide puceau à lui donner une tape sur la tête. Quelques heures plus tard, Noël et Alma arrivent enfin au village et rendent visite au maire pour s'enregistrer avant d'exécuter sa requête. Après avoir échangé des amabilités, le maire les invite à entrer et leur sert du thé. Quelques minutes plus tard, Noël surprend la petite fille du maire, Chelsea, en train de les espionner. Il lui dit bonjour, puis passe à la discussion des détails de la requête. Peu après avoir obtenu l'emplacement de la cachette des voleurs, il dit au maire qu'il demande 200 000 $ comme paiement initial avec 300 000 à payer à l'achèvement. Le maire paie étonnamment l'avance sans marchander le prix. Bien que cela surprenne Noël, il ne peut pas vraiment se plaindre, alors il met fin à la négociation et part avec Alma. En chemin vers la cachette, Chelsea s'approche de Noël, lui souhaite bonne chance pour sa chasse et part en souriant comme si elle venait de rencontrer son ange gardien. Voyant cela, Alma taquine Noël d'avoir la jeune fille innocente à ses pieds. Mais Noël n'a pas l'intention de se retrouver sur l'île d'Epstein par mérite, alors il la fait taire rapidement et continue d'avancer. À la tombée de la nuit, ils arrivent à la cachette des voleurs seulement pour réaliser qu'il y a bien plus de 20 voleurs qui se la coulent douce là. Après une enquête plus approfondie, ils repèrent leur chef, un homme recherché avec une prime de 2 millions nommé Gordo, et décident d'adopter une approche plus discrète. Après avoir discuté de son plan avec Alma, il active la compétence de baratineur, lien pour partager ses pensées avec elle à distance. Puis il lui fait activer sa compétence de furtivité qui la rend invisible et plonge dans la cachette pour prendre position à 10 mètres de Gordon. Une fois en place, Noël active sa compétence de baratineur, Stonewall, qui étourdit toute la bande de voleurs et ordonne à Alma d'assassiner Gordon dans le temps imparti. Presque immédiatement, Alma active Axel, attaque rapide et assassine Gordon avant même qu'il ne puisse cligner des yeux, puis pour occuper les autres, elle assassine les autres voleurs jusqu'à ce que Noël arrive, lance des grenades flash sur le reste et les abat tous. Peu après, ils retournent à la maison du maire et lui présentent la tête de Gordon comme preuve qu'ils ont accompli la mission. Mais avant de les payer, le maire les invite à manger avec eux et Noël le suit. Quelques minutes après le début du dîner, Chelsea les rejoint, révèle qu'elle a été évaluée comme épéiste et demande quelques conseils à Noël pour devenir une bonne chercheuse comme lui. Cependant, pendant que Noël lui donne des conseils, le maire envoie un signal suspect à sa femme et elle s'enfonce dans la maison pour apporter une bouteille de vin. Après cela, le maire interrompt leur discussion et commence à raconter à Alma et Noël des balivernes sur le vin valant 100 000 $. Alma et Noël restant silencieux, il leur verse à chacun un verre et les exhorte à boire le vin pour célébrer la nouvelle voie de sa fille en tant que chercheuse. Noël sent déjà que quelque chose cloche. Plutôt que de boire le vin, il le fait tournoyer et exhorte le maire à prendre la première gorgée. Là-dessus, le maire devient nerveux et dit à Noël qu'il ne boit pas. Mais quand Noël demande pourquoi il a dépensé 100 000 pour du vin s'il ne boit pas, le maire reste sans voix. Finalement, Noël l'accuse d'avoir tenté de les empoisonner avec le vin pour ne pas les payer et voler leur argent et équipement, mais le maire exige des preuves. Noël explique d'abord au petit imbécile qu'il a menti sur le nombre de voleurs pour réduire la récompense, puis il a servi un vin bon marché presque avarié qu'il a empoisonné. Et enfin, sa soif de sang était palpable dès qu'il a mentionné le vin. Le maire refusant toujours d'avouer, Noël utilise la commande vocale, confession sur lui, et la pauvre Chelsea entend son père admettre avoir empoisonné le vin pour tuer Noël et Alma et leur voler tout leur équipement. Immédiatement après, Noël bondit sur cet homme inutile, lui arrache l'œil droit et menace de lui retirer le reste de ses membres un par un. Le maire implore pardon, offrant même de payer les 300 000 qu'il leur doit, mais Noël exige chaque pièce de la maison s'il veut vivre. Le maire refuse, prétextant des dettes envers la mafia Gambino, mais juste au moment où Noël s'apprête à l'achever, Chelsea se précipite dans la chambre de ses parents, en sort tout l'argent qu'il possède et l'offre en échange de la vie de son père. Le maire supplie Chelsea de ne pas donner tout leur argent à Noël, sinon ils sont perdus. Mais Noël, n'ayant que faire du sort de la famille du maire après leur tentative d'empoisonnement, prend l'argent et part avec Alma. En sortant de la maison, Chelsea maudit Noël, le traitant de mauvais chercheur et l'accusant d'abandonner sa famille à la mort. Mais Noël s'en va quand même. Sur le chemin du retour, Noël aperçoit un dirigeable Regalia 3 étoiles appartenant au clan du dîner de chèvres flottant dans le ciel et explique à Alma que les étoiles Regalia signifient que le clan est l'un des 7 grands clans reconnus par le gouvernement.
Après avoir expliqué à quel point les chercheurs de ses clans sont avancés, Noël tend la main vers le ciel et jure sur sa mère qu'ils feront partie de la Regalia d'ici un an. Là-dessus, Alma le fixe et se souvient soudain du moment où Simon lui a demandé si c'était elle qui avait assassiné Alcor. Après avoir avoué, Simon lui a demandé pourquoi elle l'avait tué et elle a répondu qu'il était faible et sénile. Suite à cela, Simon a révélé qu'Alma était la fille d'Alcor, pas sa petite fille, et Alma a avoué avoir été l'une de ses filles, née de femmes enlevées dans un village. Quand elle était petite, cette bonne à rien de raclure faisait s'affronter tous ses rejetons dans une sorte de battle royale bizarre pour voir qui survivrait et prendrait son trône. Tout ça parce qu'il n'avait jamais digéré sa défaite face à Overdeath. Cependant, malgré avoir prouvé qu'elle était la plus grande réussite d'Alcor, Simon refuse toujours de l'intégrer à la société. Alma fut dévastée, réalisant qu'elle avait gâché les meilleures années de sa vie à s'entraîner pour une cause perdue. Mais tandis qu'elle pleurait et s'effondrait, Simon lui parla du petit-fils d'Overdeath, un chercheur de classe parleur vivant dans la capitale, et l'incita à le rencontrer si elle était intéressée. Maintenant qu'elle l'a vu de ses propres yeux, elle serre Noël dans ses bras et promet de toujours se battre à ses côtés. À plusieurs centaines de kilomètres de là, un mystérieux métamorphe nommé Loki s'introduit dans les toilettes d'une prison de haute sécurité, assomme un jeune garde qui se soulageait et retourne à son poste après avoir pris son apparence. Là, il interroge son partenaire sur le condamné à mort qu'il garde, et le partenaire lui dit nonchalamment que c'est le meurtrier le plus notoire de toute la capitale, Hugo. À l'aube du lendemain, Noël suit sa routine matinale qui consiste à courir 2 tours de la capitale avec d'énormes poids sur le dos, puis à prendre une douche froide. Après sa douche, il entre dans sa chambre pour y trouver Alma déjà présente. Au début, elle essaie de le taquiner un peu, mais quand Noël ne lui prête aucune attention, elle le pousse sur son lit, le plaque et tout en frottant son petit nid douillet contre son lance-roquette, se penche pour un baiser baveux. Irrité, Noël lutte pour la repousser, mais réalisant que la prise d'Alma est bien trop forte, il lui donne un coup de tête. Quelques instants plus tard, alors que le duo se promène en ville, Alma aperçoit un couple se tenant la main, entrelace ses bras avec ceux de Noël, affirmant qu'ils vont à un rendez-vous, et lui demande où il compte l'emmener. Pour leur première destination, Noël l'emmène à la guilde des évaluateurs pour faire évaluer et classer sa classe par les gnomes. Pendant qu'ils attendent qu'un chercheur termine son évaluation, Noël parle à Alma de la petite marque qui apparaît généralement sur la poitrine ou le dos d'un chercheur lorsqu'il est sur le point de monter en grade, puis lui demande si elle a enfin décidé de faire évoluer sa classe d'assassins, mais Alma lui répond qu'elle ne sait pas encore. Alors qu'ils continuent de discuter, Noël révèle qu'il prévoit de recruter au moins un membre supplémentaire pour rejoindre leur groupe, et bien qu'Alma soit triste de devoir bientôt partager Noël avec quelqu'un d'autre, elle garde son calme. Après leur visite à la guilde des évaluateurs, Noël achète des beignets à Alma et l'emmène à la forge naine pour faire entretenir leurs armes et armures. Ensuite, il se rend à la librairie de compétences pour lui acheter un guide de compétences. Là, il rencontre la bibliothécaire de service, lui demande de guider Alma pour qu'elle achète les bons guides de compétences, puis laisse Alma avec un budget d'1 million de dollars afin de pouvoir acheter ses propres guides de compétences dans un autre magasin. Quelques instants plus tard, lorsque les deux se retrouvent à un café en plein air, Alma montre à Noël le guide de sort de perforation d'armure qu'elle a acheté pour 800 000 dollars, ainsi que l'ours en peluche qu'elle a acheté pour le remplacer comme oreiller à câliner, puis demande à Noël s'il a pu acheter son guide de compétences. Malheureusement, Noël dit qu'il n'a pas pu, car le guide d'exorcisme, qui enseigne à un parleur comme lui comment anéantir instantanément une armée de morts vivants, était évalué à 30 millions de dollars. Juste à ce moment, une silhouette suspecte que Noël reconnaît étrangement passe soudainement à côté d'eux, et Noël s'excuse immédiatement pour suivre la personne. Arrivé dans les bidonvilles, la personne suspecte se révèle être Loki et un Noël irrité le réprimande de l'avoir amené dans cet endroit sordide pour un échange. Loki s'excuse, affirmant qu'il était juste très prudent, puis lui remet une enveloppe contenant des informations sur Hugo, le prisonnier que Noël lui avait demandé d'enquêter. Pendant que Noël examine les infos, Loki lui demande pourquoi il tient tant à ce qu'un criminel comme Hugo rejoigne son groupe et Noël répond qu'il soupçonne que le gars a été piégé. Après avoir confirmé les informations, Noël félicite Loki d'avoir maintenu sa réputation de meilleur informateur de la capitale, le paye intégralement et lui dit de continuer à enquêter. Cependant, juste avant de partir, Loki parle à Noël d'une mauvaise drogue qui est devenue un peu trop populaire dans les rues dernièrement, une drogue qui donne à ses utilisateurs un tel trip qu'elle les rend fous et les pousse à tuer des gens. Curieux, Noël demande à Loki pourquoi la famille Luciano, d'où vient Finocchio, n'a pas encore arrêté la circulation et Loki répond que c'est parce que la drogue est distribuée par la famille Gambino, une sous-famille Luciano dirigée par un vrai cinglé, Albert Gambino, qui se trouve être le fils illégitime de l'ancien patron.
Au moment où Lycia rejoint Alma à la table du café, Noël termine sa rencontre avec Loki et, en se promenant dans les bidonvilles, il repense à la triste façon dont l'ancien et gentil chef de la famille Gambino est mort. Peu après, il aperçoit un mendiant aux traits inhabituels nommé Koga et se demande s'il est un immigrant. Par pitié pour le pauvre homme, Noël laisse tomber une pièce d'argent et passe discrètement, mais à sa grande surprise, Koga se lève et essaie de lui rendre son argent, le prenant pour une fille. Irrité, Noël indique à Koga son vrai genre, le provoque en le traitant de sale et lui dit qu'il n'a pas besoin de cet argent. Cependant, quand Koga charge, Noël lui donne un coup de pied dans l'estomac et lui intime de rester à sa place. Refusant de reculer, Koga se remet sur pied, adopte la posture d'un combattant expérimenté et donne à Noël une dernière chance de s'excuser d'être un hypocrite. Quand Noël refuse, Koga l'attaque, mais à sa surprise, Noël esquive sa première série d'attaques et le projette au loin. Maintenant bouillonnant de colère, Koga déchaîne une aura de feu qui enveloppe tout son corps pour montrer qu'il devient sérieux, mais quand Noël voit ça, il halète d'excitation, réalisant lentement que Koga pourrait être son prochain membre d'équipe. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à entamer le deuxième round, Miguel, le maître d'esclaves de Koga, apparaît, arrête le combat et punit Koga pour avoir désobéi à ses ordres en électrocutant le pauvre homme avec son anneau d'asservissement. Ensuite, Miguel aperçoit Noël et commence à essayer de le séduire, car lui aussi le prenait pour une fille. Irrité, Noël projette l'idiot contre le mur, lui presse son arme sur la gorge et exige qu'il révèle d'où il vient. Miguel répond immédiatement, lui disant qu'il vient d'une ville appelée Soldiland au sud. Mais pour expliquer sa présence, Miguel raconte qu'il dirigeait l'arène de combat clandestine de la famille d'Alembert, jusqu'à ce qu'il soit pris à détourner des contributions pour le patron et s'est enfui dans la capitale où d'Alembert ne peut pas l'atteindre. Poursuivant, Noël interroge ensuite Miguel sur Koga et Miguel répond que Koga est son meilleur gladiateur, qu'il a entraîné depuis le début. Avec ça, Noël comprend le plan véreux de Miguel pour se frayer un chemin jusqu'au sommet dans la capitale et y poursuivre ses affaires. Mais quand Miguel essaie de l'amadouer, Noël lui dit qu'il est un chercheur et n'est pas intéressé par son commerce inutile. En entendant cela, Miguel panique, mais alors qu'il tente de s'excuser pour sa stupidité, Noël lui enfonce son arme dans la bouche, sérieusement décidé à le tuer lui-même et rate intentionnellement son tir. Ensuite, Noël donne 10 secondes à ce petit morveux agaçant pour déguerpir, alors Miguel court vers Koga, le réveille et s'enfuit avec lui. En les regardant, Noël exprime sa déception envers Koga, qui choisit toujours de servir Miguel même s'il est assez fort pour l'éliminer. Ce n'est pas quelqu'un qu'il veut dans l'équipe, alors Noël l'oublie et retourne au café où il trouve Lysia et Alma en train de discuter et est contraint de payer leur déjeuner. Peu après, Laïcha lui demande pourquoi il a mis si longtemps à revenir, sous-entendant qu'il cherchait des recrues, mais Noël ment, disant qu'il était sorti pour autre chose. Quand Laïcha lui demande ce que c'était, il leur parle de la sale drogue et exhorte Lysia à avertir Wolf et le reste de son groupe d'être prudents. Confuse, Lysia répond qu'il est très inhabituel, qu'il s'inquiète pour eux. Mais après que Noël l'ait assuré qu'il ne faisait que partager des informations avec une collègue, elle se lève, discute un peu plus avec Alma et partent travailler. Pendant ce temps, Miguel et Koga sont rapidement capturés et forcés de comparaître devant la pire personne qui soit, Albert Gambino. Après les avoir insultés pour avoir fui dans la capitale, Albert explique méticuleusement comment il va les écorcher vifs, farcir leurs entrailles dans des saucisses et les renvoyer à Soldiland. En entendant cela, Miguel panique, mais alors que Lios, l'assistant d'Albert, s'apprête à commencer l'écorchage, un des serviteurs d'Albert amène le maire au bureau pour une discussion et Albert le laisse entrer. À l'intérieur, le maire révèle tout ce qui s'est passé entre lui et Noël, y compris comment Noël lui a volé tout l'argent qu'il avait pour rembourser ses dettes, puis ment à Albert en disant que Noël a sapé la famille Gambino en les traitant de faibles et d'insignifiants. Malheureusement, Albert a l'intelligence d'une moule, alors il croit le maire et promet de punir Noël pour ce qu'il a fait. Malheureusement, juste au moment où le maire pense être tiré d'affaire, Albert l'accuse d'être revenu sur sa parole et décide de lui couper le bras droit en guise de punition. Alors que le maire regarde incrédule, Albert se tourne vers Koga, qu'il reconnaît comme un épéiste, et lui ordonne de couper le bras droit du maire avec sa canne. Pendant que Koga ramasse la canne, Albert prend une dose de cette mauvaise drogue et devient fou furieux. Puis il ordonne à Koga de continuer. En moins d'une seconde, Koga tranche la main droite du maire comme Tanjiro de Demon Slayer, rendant Albert si heureux et comblé qu'il adopte immédiatement Koga comme son esclave et demande à Lios d'emmener Koga au vestiaire pour qu'il puisse se changer et avoir une tenue stylée. Quelques instants plus tard, pendant qu'il s'habille, Koga se souvient de son histoire d'origine et révèle que bien avant sa naissance, son père et sa mère, tous deux prospères, menaient une vie luxueuse, mais malgré tous leurs efforts, ils ne pouvaient concevoir.
Un jour, alors qu'il priait au temple, 2 vauriens inutiles ont assommé son père, agressé sa mère et même déchargé leur fardeau en elle. Au moment où son père s'est réveillé et a trouvé sa femme à moitié dévêtue, la réalité l'a frappé de plein fouet, mais malgré tout, il a refusé de l'abandonner. Peu après cet incident, sa mère est tombée enceinte de lui et l'a mis au monde quelques mois plus tard. Mais son père n'a jamais accepté le bébé car il savait que Koga n'était pas le sien. L'année suivante, il a torturé la pauvre femme jusqu'à ce qu'une nuit, elle mette fin à ses jours par honte. Plusieurs années plus tard, Koga est devenu un garçon responsable et a essayé de regagner les bonnes grâces de son père, mais son père ne l'a toujours pas accepté. Au lieu de cela, il l'a traité comme un moins que rien et l'a vendu comme esclave à Miguel. Au cours des années suivantes, Koga a appris à se battre comme un animal. Un jour, après que Koga ait combattu et remporté un énorme match dans l'arène de combat clandestine de Miguel, ce dernier l'a couvert d'éloges pour lui avoir rapporté beaucoup d'argent et Koga a eu les larmes aux yeux car c'était la première fois de sa vie qu'il était félicité. Pour que les éloges ne cessent pas, il a continué à gagner tous ses combats pour rapporter encore plus d'argent à Miguel et s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre exécuteur d'Albert. Plus tard cette nuit-là, Noël rencontre Loki dans un bâtiment abandonné pour une réunion impromptue et apprend vite que la famille de Gambino en veut à sa vie. Cependant, alors qu'il continue de discuter des antécédents familiaux d'Albert en tant qu'enfant illégitime de l'ancien patron, Noël sent l'aura d'une personne armée s'approcher de lui et réalise que Loki l'a vendu. Pour sa défense, Loki admet qu'Albert l'a menacé de le tuer s'il ne le faisait pas et l'a aussi grassement payé pour cela, donc il n'avait pas le choix. Là-dessus, Noël sort calmement son pistolet magique et jure qu'il va mettre fin à la vie de Loki sur le champ. Mais Loki, étrangement, ne résiste pas. Quand Noël lui demande pourquoi, Loki répond que c'est parce qu'il vient de réaliser qu'il a vendu sa fierté et son honneur d'informateur, et qu'il estime que mourir est sa meilleure punition. Après un bref silence, Noël dit à Loki de quitter le bâtiment et promet de détruire la famille Gambino de fond en comble. Une fois Loki parti, Noël boit une potion stimulante de combat qui augmente ses prouesses pendant 10 minutes et se prépare à la bataille. Cependant, quand Koga apparaît de l'obscurité, ils ont tous deux le choc de leur vie car aucun d'eux ne s'attendait à ce que l'autre soit là. Néanmoins, Noël pointe toujours son arme sur Koga pour continuer leur affrontement. Mais Koga refuse de tirer son épée car il se sent redevable envers Noël pour lui avoir donné cette pièce d'argent. Malheureusement, ne pouvant ignorer ses ordres, Koga révèle à Noël ses compétences d'épéiste de rang C pour rendre le combat équitable et Noël se révèle également être un parleur ayant hérité des compétences d'Overdeath. Cela réglé, la bataille commence avec Noël tirant un coup magique sur Koga, mais Koga l'esquive à la vitesse de l'éclair et contre-attaque. Après avoir esquivé la contre-attaque de Koga, Noël tire une balle de flamme magique sur Koga qui libère une grande flamme l'engloutissant, mais à sa grande surprise, Koga découpe l'air autour de lui avec de multiples entailles pour créer un vide que le feu ne peut pénétrer et continue de combattre Noël au corps à corps sur une plateforme de ciment. À un moment donné, Noël tente de couper les bijoux de Famirba de Koga, mais quand Koga l'esquive, il aveugle le gars avec une grenade flash et se jette sur lui pour porter le coup final. Sentant le danger, Koga fige plusieurs entailles dans l'air et les libère toutes sur Noël, mais Noël les évite toutes, ignorant que l'entaille a déjà affaibli la plateforme où il se tenait. Quand Koga attaque par derrière, Noël marche accidentellement sur un point faible en essayant de l'esquiver. Dans le feu de l'action, il invoque la commande vocale, hurlement paralysant pour étourdir Koga, mais Koga la transperce, coupe encore plus la plateforme et regarde Noël tomber. Quand il touche le sol, Noël s'évanouit immédiatement pour se réveiller quelques minutes plus tard et trouver Koga pointant son épée sur lui et lui faisant des éloges inutiles. Enragé, Noël demande à Koga pourquoi il ne l'a pas achevé quand il en avait l'occasion et Koga commence à bégayer. Irrité, Noël saisit la lame de Koga à main nue et le rabaisse, le traitant de mauviette qui a pitié de ses ennemis. Après avoir entendu les mots de Noël, Koga commence à avoir une crise d'identité, mais avant qu'il ne s'en remette, Alma apparaît pour prendre le relais. À peu près à ce moment-là, la potion stimulante de combat fait effet, alors Noël se retire et ordonne à Alma de détruire Koga sans pitié. Presque instantanément, Alma se jette sur Koga avec une intention meurtrière et le duo s'affronte à l'épée pendant quelques secondes. Pendant qu'ils s'affrontent, Koga avertit Alma de ne pas le combattre car il n'aime pas se battre contre les filles. Mais Alma, qui se croit bien plus forte que Koga, lui dit alors de la combattre de toutes ses forces. Après quelques minutes de bavardage de combat inutile, Alma décide enfin de se battre sérieusement. Elle active et améliore sa compétence Axel Quintessence et entoure Koga de ses images rémanentes. Cependant, au moment où elle lui lance ses couteaux, Koga reprend la même posture de combat qu'avant, s'enveloppe d'un linceul de feu et utilise une compétence qu'il appelle fleur de cerisier folle pour dévier les couteaux. Après cela, il active la technique ultime d'éclaireur appelée calme et serein qui aiguise ses autres sens au prix d'une perte temporaire de sa vision et continue de bloquer et de parer toutes les attaques d'Alma, la laissant complètement choquée.
Quand Noël voit cela, la dure réalité de sa situation lui apparaît. Peu importe ses efforts en tant que parleur, il y a des sommets qu'il n'atteindra jamais. Avec cette prise de conscience, Noël change son rêve initial de devenir le chercheur le plus fort par lui-même et décide d'être celui qui contrôle les plus forts pour être le plus fort. À peu près au même moment, Alma et Koga interrompent le combat pour activer leurs techniques ultimes et entamer le 3e round jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Heureusement, avant que cela n'arrive, Noël tire une fusée éclairante brillante vers le ciel, leur ordonne d'arrêter de se battre et les renvoie d'après avoir donné à Koga un message à livrer à Albert. Le lendemain, Albert invite Koga à son bureau et lui donne une boîte contenant la tête coupée de Miguel, affirmant qu'il a fait porter le chapeau à Miguel pour son erreur. Effrayé pour sa vie, Koga jure de ramener la tête de Noël la prochaine fois, mais en quittant le bureau, il s'arrête et dit à Albert que Noël travaille dur pour éliminer la famille Gambino. En entendant cela, Albert devient fou et ordonne immédiatement à Lios de rassembler leurs hommes sur le champ pour qu'ils puissent retrouver Noël. Devant le bureau, Lios appelle Koga à part et le réprimande pour ne pas avoir éliminé Noël. Koga commence immédiatement à s'excuser d'avoir été négligent, mais quand Lios lui demande pourquoi il a épargné Noël, Koga répond que c'est parce qu'il a trouvé Noël très impressionnant, qui, malgré être un parleur, l'a affronté d'égal à égal avec la détermination d'un vainqueur dans les yeux. En entendant cela, Lios dit des choses très particulières sur le fait d'être épris d'un autre homme, puis il s'en va après avoir dit à un Koga confus qu'il comprendra un jour. Quelques heures plus tard, Albert rend visite à Noël à la taverne du chercheur ressemblant à une poupée de Frankenstein horriblement faite et tente de l'intimider. Quand Noël reste de marbre, ce crétin décérébré s'installe, sirote son vin et continue de le provoquer. Quand Noël finit par répliquer, il insulte si violemment cet arrogant idiot qu'Albert sort son couteau et menace de l'assassiner. Avant que ça ne dégénère, Logan, le gros bras, apparaît et lui rappelle qu'ils sont dans un lieu sacré pour les aventuriers, donc pas question de faire des siennes, car ils ont une réputation à défendre. Albert tente de faire son numéro, mais quand Logan et sa bande refusent de bouger, il ordonne à Lios et aux autres de les éliminer tous. Étant le seul avec un cerveau qui fonctionne, Lios prend son chef à part et le prévient des graves répercussions qu'il pourrait subir du gouvernement s'il massacre tous les aventuriers de la taverne. Réalisant qu'il a raison, Albert annule son ordre et envisage d'autres options. C'est alors que Noël ricane, traite Albert de chien fou sans cervelle ni charisme, et révèle qu'il a empoisonné le vin qu'il a bu si nonchalamment plus tôt. En entendant ça, Albert lâche son couteau et tente aussitôt de vomir pour expulser le poison, mais quand Noël lui dit que ça ne servira à rien, il s'enfuit de la taverne pour l'hôpital le plus proche. Peu après, Lios, resté en arrière, complimente Noël pour son bagou et siffle le reste du vin qu'il prétendait avoir empoisonné. Quel farceur! Après avoir reproché à Noël d'avoir menti sur l'empoisonnement, il remarque la détermination dont Koga parlait dans ses yeux, règle la note du vin et donne à Noël et Alma une chance de quitter la capitale pour éviter d'autres ennuis. Puisque tout cela fait partie de son plan, Noël et Alma quittent étonnamment la capitale sans encombre et se séparent pour s'entraîner et continuer d'enquêter sur la famille Gambino pendant quelques jours. Environ une semaine plus tard, ils reviennent à la capitale et affrontent audacieusement l'Albert délirant avec de nouvelles informations. Lors de leur réunion en plein air, Albert dénigre Noël et ordonne à ses hommes de le détruire, mais à sa grande surprise, Lios et les autres n'ont pas bougé d'un pouce. Confus, Albert exige une explication de Lios, mais Noël ricane et lui dit qu'il a perdu tout droit de se considérer comme leur chef. Expliquant davantage, Noël raconte à Albert le moment où il a trouvé des subalternes se plaignant à Lios du leadership et des décisions exécrables d'Albert, révélant que tout cela s'était produit juste après qu'Albert leur ait ordonné d'assassiner le reste de la famille du maire, y compris Chelsea. À l'époque, Noël savait déjà qu'Albert était fini, alors il a donné à Lios le véritable acte de naissance d'Albert, qui révélait qu'Albert n'avait jamais été le fils de l'ancien chef malgré l'aventure avec sa mère. Ensuite, Noël dit qu'il a organisé une autre rencontre avec Loki et lui a demandé d'enquêter sur la cause de la mort de l'ancien chef en retrouvant le médecin témoin. Là-dessus, Lios se tourne vers Albert et l'accuse d'avoir menti sur le fait d'être le fils de l'ancien chef, d'avoir empoisonné ce dernier, puis d'avoir soudoyé son médecin pour étouffer l'affaire. Terrifié pour sa vie, Albert commence à exiger des preuves, mais Noël s'approche furtivement de lui et révèle qu'il a utilisé confession pour forcer le médecin à tout avouer. Albert étant laissé sans voix, Lios lui promet une dernière chance de rester leur chef s'il peut vaincre Noël en combat singulier, soit personnellement, soit en choisissant un représentant.
Cependant, juste au moment où Albert commence à geindre, Finocchio arrive soudainement dans son carrosse luxueux pour assister au duel. Tandis qu'Albert continue de paniquer, Noël révèle calmement qu'il avait déjà contacté Finocchio auparavant et conclut un accord. En échange de 50 millions de dollars, Noël a accepté de l'aider à se débarrasser d'Albert pour avoir terni le nom de la famille en vendant cette drogue dangereuse, et Finocchio a facilement accepté. Maintenant qu'il est là, Finocchio menace de couper les couilles d'Albert s'il ne choisit pas rapidement son représentant, et Albert, n'ayant pas d'autre choix, choisit finalement Koga. Là-dessus, Alma, qui était morte d'envie d'une revanche à mort avec Koga, s'avance pour le combattre, mais Noël l'arrête, ignore ses avertissements et s'approche de Koga. Peu après avoir bu la potion stimulante de combat une seconde fois, Noël lance à Koga ce regard de détermination qui le rend tout guilleré et ils échangent quelques remarques acerbes pour se mettre dans l'ambiance du combat. Une fois que Finocchio donne le signal du début du combat, Noël tire le premier sang en lançant une balle de glace magique sur Koga. Alors que Koga tente de la bloquer avec sa compétence fleur de cerisier folle, la balle explose, créant un énorme iceberg qui les emprisonne tous les deux dans un espace confiné. Néanmoins, leur bataille continue, Koga faisant de son mieux pour submerger rapidement Noël et Noël se défendant contre toutes ses attaques. À un moment donné, Koga change de stratégie et adopte la posture que Noël reconnaît comme la posture éclair EI. Noël sait que l'éclair EI, qui multiplie la puissance d'attaque de Koga par plusieurs fois, sera un problème pour lui, mais comme il a déjà posé tous les pièges nécessaires pour vaincre Koga, il laisse tomber son arme prétendant être à court de munitions et défie Koga en combat rapproché. Juste avant que Koga n'accepte, Noël lui dit des bêtises pour le distraire, et ça marche. Dans cette fraction de seconde de confusion, Noël fonce immédiatement sur le gars. Quand Koga le remarque, il tire son épée pour se défendre, mais Noël bloque le tirage en plaçant son avant-bras sur le chemin de l'épée. Irrité, Koga fonce immédiatement devant Noël pour récupérer son épée, puis il brise l'iceberg qui les emprisonne et frappe Noël alors que celui-ci est projeté en arrière. Malheureusement pour lui, une fois la poussière de glace retombée, Koga réalise qu'il a accidentellement coupé une des balles de glace de Noël, ce qui provoque le gel lent de tout son corps. Koga immobilisé, Noël l'assomme d'un coup de pied tonitruant venu d'en haut et laisse le pauvre gars étendu au sol. Alors que Koga plonge dans son subconscient, des souvenirs défilent devant ses yeux et il réalise à quel point il était faible d'avoir toujours vécu comme un esclave loyal. Après avoir vu quelqu'un comme Noël refuser d'être contrôlé malgré son statut de parleur, Koga commence à se demander s'il aurait pu se battre plus fort pour sa liberté s'il avait été aussi fort et avait les couilles d'acier que Noël possède actuellement. Pour l'instant, il continue de se reposer tandis que Noël s'occupe des conséquences de sa victoire. Après une brève discussion avec Lios, Noël retrouve Alma dans une pièce du bâtiment pour faire soigner ses blessures de combat. Après avoir été soignés, Alma et Noël se lancent donc dans une querelle d'amoureux et se taquinent jusqu'à ce que Finocchio apparaisse soudainement et demande un peu d'intimité pour discuter d'une affaire importante avec Noël. Après le départ d'Alma, Finocchio offre carrément à Noël une place dans la famille Luciano encore une fois, mais quand Noël refuse, tout comme la première fois, Finocchio passe à autre chose et lui demande s'il connaît sa classe de spécialisation, l'éclaireur punisseur. Juste au moment où Noël s'apprête à lui répondre, Finocchio retire la serviette qui couvre ce qu'il a sur sa main gauche et montre à Noël son cœur battant. Confus, Noël serre immédiatement sa poitrine et exige une explication. Finocchio répond, lui disant qu'il a utilisé sa compétence de jugement qui lui permet d'arracher le cœur d'une personne de sa poitrine contre sa volonté après qu'elle ait refusé 2 fois une de ses requêtes, et Noël, encore plus confus, demande pourquoi il est toujours en vie. Peu après lui avoir dit que c'est parce que son cœur est toujours connecté spatialement à lui, Finocchio admet ensuite qu'il est si extrême parce qu'il craint que l'intellect et le cran de Noël ne puissent un jour apporter le désastre à la famille Luciano. Même s'il pourrait écraser le cœur de Noël et mettre fin à sa vie sur le champ, il lui offre une dernière chance de rejoindre la famille Luciano. En refusant l'offre une 3e fois, Noël se lève pour se battre pour son cœur, mais Finocchio le prévient de ne pas le faire car le cœur ne peut pas retourner dans sa poitrine à moins qu'il ne dissipe la compétence. Réalisant qu'il a raison, Noël encourage Finocchio à écraser son cœur maintenant tant qu'il le peut encore, car s'il ne le fait pas, alors il deviendra un aventurier si puissant que même la famille Luciano ne pourra pas l'atteindre. Pendant que Finocchio envisage de le tuer, Noël lui rappelle aussi que s'il écrase son cœur maintenant, il perdra toute la dignité qu'il a en tant que chef de la sous-famille Barzini, car il sera alors étiqueté comme un lâche sans colonne vertébrale qui a assassiné un homme désarmé, alors il ferait mieux de choisir son poison sagement. Peu après avoir repensé sa menace initiale, Finocchio conclut que tuer Noël ne vaut pas la peine de perdre sa position, alors il rend le cœur de Noël, sort de la pièce et s'en va. Le lendemain matin, Noël signe les documents nécessaires pour devenir officiellement le nouveau maître d'esclaves de Koga. Cependant, avant de l'accepter dans l'équipe, Noël révèle à Koga son seul désir, qui est d'être l'aventurier le plus fort, puis il lui dit qu'il a besoin de quelqu'un d'intelligent et d'esprit, avant de le libérer afin qu'il puisse choisir sa prochaine voie en tant qu'homme libre. Au début, Koga est un peu confus, mais
finalement, il décide de rejoindre le groupe de Noël et de s'assurer que Noël réalise ses désirs. Juste après avoir accueilli Koga comme troisième membre du groupe, Noël emmène Koga et Alma dans un espace protégé dans les montagnes pour combattre une armée de gobelins. Là, il améliore Alma et l'utilise pour éliminer les mages gobelins, puis il lui fait utiliser le perce-armure pour éliminer les avant-gardes gobelins afin que Koga puisse se faufiler à travers leur défense. Une fois cela fait, Noël étourdit les fantassins avec un hurlement paralysant, tire une balle de foudre pour les détruire d'un coup, puis ordonne à Koga d'abattre le général gobelin. Koga fait cela facilement, mais juste après la fin de la bataille, il se dispute avec Alma, affirmant qu'elle essaie de lui voler sa gloire en coupant la tête du général. Heureusement, avant que les choses ne dégénèrent, Noël arrive, les réprimande tous les deux et les félicite pour leur bon travail. Ensuite, il décide qu'ils sont assez forts pour fonder un clan, puis promet de soumettre une demande au gouvernement de la capitale à leur retour. En entendant cela, Alma et Koga posent les questions nécessaires sur les clans, mais juste après avoir obtenu des réponses, Koga repère une marque de promotion de rang sur le revers de Noël et l'en informe. Voyant cela, Noël réalise qu'il se rapproche d'être un parleur de rang B, alors il commence immédiatement son voyage de retour vers la capitale. Quelques jours plus tard, Noël effectue son contrôle mensuel à la cave de Brandan. Mais pendant qu'il y est, un inspecteur de la guilde des aventuriers, Harold, se présente et demande une réunion privée avec Noël. Après leur avoir trouvé une pièce privée, Harold sort une photo d'un seigneur bête démoniaque aux ailes de fée prise le jour où la ville natale de Noël a été détruite et affirme que cette créature est probablement le même seigneur démon qui a détruit sa ville natale. Quand Noël n'agit pas choqué ou surpris, Harold lui demande pourquoi et il répond que c'est parce qu'au lendemain de la destruction ce jour-là, il a remarqué que le corps du seigneur démon et la hache de guerre de Brandon avaient disparu. Cela dit, il demande ensuite à Harold s'il a déjà vaincu le seigneur démon, mais Harold répond que chaque clan et groupe qui l'ont envoyé pour le détruire a été anéanti. À un moment donné, ils ont envoyé le sous-maître légendaire du clan du dragon suprême, Zek, à sa poursuite, mais ont vite réalisé que le seigneur démon s'était déjà retiré dans le royaume démoniaque. Voyant cela, Harold et son équipe ont enquêté sur le seigneur démon et ont découvert qu'il a le libre arbitre et qu'il est si fort qu'ils craignent qu'il ne devienne un nouveau vaillant, contrairement aux autres qui survivent uniquement par instinct. Pour le contexte, Noël explique que les Vaillants sont un groupe de 10 seigneurs démons avec une cote de profondeur abyssale de 13 et sont assez puissants pour détruire le monde. Cependant, puisque le dernier est apparu il y a 40 ans et a anéanti 3 pays avant que le clan de Brandon ne le vainque, Harold craint que ce nouveau seigneur démon ne menace à nouveau l'humanité. En remarquant la réaction de Noël à la nouvelle, Harold repère ce regard de détermination dans ses yeux, le même regard que Brandon avait à l'époque, et conseille à Noël de passer l'examen d'aventurier puisqu'il aura bientôt 15 ans, puis il s'en va. Quelques mois plus tard, Noël, Alma et Koga rendent visite à Harold chez lui pour un entretien concernant leur demande de clan. Alors que l'entretien commence, Harold revoit les détails de leur demande de clan et soulève des préoccupations concernant leur réalisation et leurs capacités. Pour prouver qu'ils peuvent devenir plus forts, Noël montre à Harold sa marque de promotion de rang, promettant de se promouvoir lui-même et Alma au rang B bientôt. Mais à ce moment-là, Harold conclut l'entretien et rejette la demande de clan de Noël, affirmant que la guilde des aventuriers n'a pas le temps de développer des clans de jeunes pousses comme le leur. Quand Noël demande pourquoi, Harold répond que c'est parce que leurs éclaireurs ont récemment découvert des quantités colossales de mana circulant sous l'Empire et craignent que les courants critiques ne fassent éclater tout le canal en un an s'ils n'agissent pas rapidement. Si cela se produit, Harold dit que l'explosion de mana générera un abysse supermassif qui finira par manifester un vaillant. Choqué, Koga demande s'ils peuvent perturber le flux, mais Harold répond qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque car les canaux souterrains éclateront et rendront la vie sur Terre invivable. Cela dit, Harold met fin à l'entretien et demande au groupe de Noël de quitter sa maison. Bien que Noël soit un peu vexé par ce revers, il affiche un air passif-agressif et jure de revenir avec suffisamment d'expérience la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Sur le chemin du retour, Noël dit à Koga et Alma qui sont effrayés que ce soit la fin, que ce revers est une incroyable chance pour eux de grimper rapidement les échelons. Pour expliquer, il les emmène dans une ruelle et explique davantage les avantages économiques et sociaux que vaincre un seigneur démon vaillant apporte à l'Empire. Ensuite, il se lève, souligne l'importance qu'ils rejoignent la Régale en tant que clan, puis révèle qu'ils devront le faire en 6 mois. Tandis que Koga et Alma regardent le fou sous le choc, Noël parle des autres choses qu'ils doivent faire pour y arriver en 6 mois. Soudain, il entend le crieur public de l'Empire à proximité, criant des louanges à Zek du Dragon Suprême, qui apparemment vient de vaincre un seigneur démon avec une cote de profondeur abyssale de 12, et réalise qu'ils doivent provoquer un événement qui attirera l'attention des masses. Peu de temps après, Noël visite la guilde des évaluateurs pour subir le rituel d'avancement de rang et devenir un stratège de rang B, ce qui est une spécialisation de haut rang de la classe des parleurs.
Peu après avoir amélioré son rang, Noël révèle que sa nouvelle classe de stratège l'aide à analyser les batailles en temps réel afin qu'il puisse prédire avec précision ce qui se passe dans un futur proche. Sur le chemin du retour, il repère Zeke entouré d'un tas de pétasses qui le supplient de leur faire perdre leur virginité avec son énorme engin de tueur de monstres et s'arrête pour l'observer. Quand Zeke le repère, il l'approche et essaie de recruter le notoire parleur dans son groupe. Noël fait semblant d'être confus au début, mais quand Zeke le démasque comme étant celui qui a écrasé la famille Gambino, il laisse tomber la comédie et accuse Zeke de faire des détours juste pour le recruter. Réalisant qu'il a été pris, Zeke demande carrément à Noël de rejoindre son clan, mais Noël rejette son offre immédiatement. Irrité, Zeke insinue d'utiliser la force brute pour le faire rejoindre, mais Noël promet de rejoindre le Dragon Suprême si Zeke peut prouver qu'il est bien plus fort que son rival, Léo, qui se trouve être le seul aventurier de rang X capable de lui tenir tête. En entendant cela, Zeke perd immédiatement son sang-froid car il sait que si lui et Léo se battent en duel, l'un d'eux mourra sûrement. Pour éviter de se ridiculiser, il laisse Noël partir. Mais peu après, deux losers aléatoires se promènent à proximité et reconnaissent Zeke comme le deuxième meilleur aventurier de la capitale. Enragé, Zeke les approche et leur demande pourquoi il l'appelle le deuxième meilleur. Mais au moment où ils disent Wano que c'est parce que Léo a vaincu plus de seigneurs démons en solo que lui, Zeke les fait exploser. Pendant ce temps, Alma et Lysia terminent leur entraînement dans les bois et s'arrêtent près de la rivière pour se laver. Cependant, alors qu'elles discutent des résultats de leur entraînement, l'amie d'enfance de Lysia, une archère elfe nommée Ophélia, leur dit bonjour. Après les salutations d'usage, Lysia présente étrangement Alma comme une nouvelle aventurière qu'elle encadre et évite de l'affilier à Noël pour une étrange raison. Peu après, les autres membres du groupe d'Ophélia apparaissent, le premier étant Chim le lancier, le second Vaclav, un invocateur poilu, et le dernier étant leur chef fiable, Monsieur Parfait Léon. Suite à l'introduction, Ophélia exhorte Alma à venir la voir pour tout ce dont elle a besoin, puis la prévient de se méfier de ce sale type notoire qu'il appelle Noël Stolen. Comme elle ne savait pas qu'Alma était sous la tutelle de Noël, Ophélia commence à dire toutes sortes de choses stupides que les gens prétendent que Noël a faites, jusqu'à ce que Léon l'exhorte à arrêter de médire sur le pauvre gars, puis il s'en va. Plus tard, cette nuit-là, Noël rencontre Loki et consulte les registres de la liste des groupes de rang B pour trouver sa prochaine cible. Quand il découvre le groupe de Léon ainsi que sa personnalité moralisatrice, Noël décide d'exploiter sa faiblesse pour grimper les échelons. Peu après, Noël met fin à sa rencontre avec Loki et visite la prison de haute sécurité pour voir Hugo. Après les salutations d'usage, Hugo demande à Noël s'il est toujours déterminé à blanchir son nom et à le recruter dans son groupe, et Noël lui assure que oui. Outre le fait qu'Hugo était autrefois considéré comme un prodige, Noël veut le recruter parce que son comportement calme, plus la nature de sa classe, marionnettiste, l'ont rendu très efficace pour nettoyer les donjons et les abysses en tant qu'aventurier indépendant sans affiliation de groupe. Malgré tout cela, Hugo rappelle à Noël qu'il sera bientôt exécuté, mais pour prouver à quel point il est sérieux pour le faire sortir, Noël donne un ordre aux gardes derrière eux et assure à Hugo qu'il a les gardes, ainsi que le plan d'évasion, tous sous contrôle. Bien que cela rende Hugo un peu heureux, il dit à Noël que même s'il parvient à s'échapper, il ne rejoindra pas leur groupe parce qu'il déteste les aventuriers pour être des fous violents et trop confiants. Imperturbable, Noël demande s'il pense vraiment cela de lui, mais quand Hugo dit qu'il sait que Noël a du chien, Noël promet de revenir pour lui et s'en va. La nuit suivante, Noël emmène Alma et Koga à la taverne des aventuriers de rang B, où Léon et les membres de son groupe se trouvent actuellement et y entrent sans se soucier de rien. À l'intérieur, un colosse musclé nommé Edgar s'approche de Noël et tente de l'intimider, mais le temps que Noël ait fini de distribuer ses commentaires acerbes, le pauvre Edgar retourne à sa place comme un bon petit garçon, la queue entre les jambes. Quelques instants plus tard, alors qu'il dîne près du barman, Ophélia passe et remarque Alma assise près de quelqu'un comme Noël. Cependant, avant qu'elle ne puisse mettre un nom sur son visage, Noël cache son visage pour éviter de l'effrayer et demande à Alma, via communication liée, comment elle connaît Ophélia. Quand Alma lui raconte comment elle a rencontré Ophélia et à quel point elle le déteste, Noël décide de provoquer une bagarre parce qu'il sait qu'Ophélia travaille avec Léon. Sur ce, il se présente audacieusement et provoque l'Ophélia à l'esprit étroit jusqu'à ce qu'elle lui donne la réaction qu'il recherche. À un moment donné, elle essaie d'attraper Noël, mais Koga l'arrête juste à temps et menace de la découper en morceaux si elle ose poser les mains sur son maître. À peu près au même moment, Léon remarque l'agitation, alors il s'approche de la table de Noël et s'excuse au nom d'Ophélia quand il découvre à quel point elle se comporte stupidement. Là-dessus, Noël sait qu'il est censé se calmer, mais plutôt que de faire cela, il dit à Ophélia qu'elle est plus bête qu'un bâtard, et cela met Léon tellement en colère qu'il lui dit passivement-agressivement de retirer ce qu'il vient de dire. Quand Noël continue de les provoquer, Ophélia présente la personne qui les provoque comme l'infâme Noël et presque instantanément, Léon réalise qu'il parle à un mur.
Il essaie de rendre une partie de la provocation à Noël, mais quand Noël le frappe 3 fois plus fort, Léon abandonne et quitte le bar en colère avec les membres de son groupe. Ensuite, Koga et Alma se sentent mal pour Léon, mais Noël leur dit que les insulter fait partie de son plan diabolique pour les utiliser comme tremplin afin d'atteindre son objectif. Pendant ce temps, Harold et sa petite fille Marion, une vraie tête brûlée, se chamaillent pour savoir qui mènera leur troupe contre les vaillants. Harold verrait bien Noël à la tête, mais Marion, elle, est persuadée que Léo ou Zek, les deux plus puissants chercheurs de la capitale, prendront les rênes. Après avoir tenté en vain de s'entendre, le duo se lance un défi pour l'avenir. Si Noël ne devient pas leur commandant suprême, Harold lui cédera sa place de chef de famille. Mais si c'est l'inverse, alors Marion n'aura pas le choix. Elle devra apprendre à devenir une vraie petite peste. Pendant ce temps, Chaim arpente les rues nocturnes et se remémore soudain sa première rencontre avec Léon qu'il avait sauvé d'une bande de brutes alors qu'ils étaient là gamins. Après avoir mis ces crétins en fuite, le jeune Chaim avait dit au petit Léon d'essayer de riposter parfois, mais Léon lui avait rétorqué que la violence ne se combattait pas par la violence. En l'entendant, Chimay a bien tenté de faire changer Léon d'avis, mais comme Léon ne voulait rien entendre, notre ami a jeté l'éponge et s'est mis en tête de le convaincre de devenir un chercheur à ses côtés. Des années plus tard, leur groupe voyait le jour, mais lors d'un combat acharné contre un dragon des forêts, un Ajatar, classé niveau 7 des abysses, Chim peinait à le contenir. Sans autre option, il demanda à Léon d'utiliser sa compétence ultime, l'âme de Séraphin, sur eux deux, le monstre et lui, et parvint à l'esquiver de justesse pour ne pas être touché. Au final, ils ont vaincu l'Ajatar et Léo s'est empressé de vérifier que son pote allait bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, jusqu'à ce que Noël ne vienne tout gâcher. Après ce rapide flashback, Chaim retrouve Léon dans un autre bar et lui demande pourquoi il était si énervé lors de sa discussion avec Noël tout à l'heure. Quand Léon avoue ne pas savoir, Chimay le persuade qu'il a forcément envié Noël d'être si jeune, si fort et surtout si incroyablement arrogant et sûr de lui. Léon comprend qu'il a raison, mais s'il admire la ténacité et les méthodes de Noël, Chimay, lui, sort une enveloppe qu'il prétend venir de la guilde des chercheurs. Il révèle que Harold et sa clique veulent que les groupes ayant déjà fait leurs preuves se dépêchent de former des clans. En entendant ça, Léon se rappelle en avoir reçu une aussi, mais alors qu'il s'apprête à organiser une réunion, Chimay lui annonce que lui et les autres ont déjà tout discuté et accepté les conditions. Léon est un peu froissé, mais Chimay le console avec des mots doux et le duo continue de profiter de la soirée. Le lendemain matin, Léon et Chimay se présentent chez Harold pour déposer leur candidature de clan, mais Harold la rejette sans ménagement, estimant qu'il manque d'ambition et de cette soif de toujours viser plus haut. Furieux, Chimay exige de savoir pourquoi la guilde des chercheurs leur a envoyé ces invitations à l'entretien s'ils comptaient les refuser de toute façon. Mais à sa grande surprise, Harold leur révèle qu'ils n'ont jamais envoyé de telles lettres, ce qui signifie qu'ils ont été victimes d'une sacrée blague. Alors qu'Harold s'apprête à clore la réunion, Léon se lève et le supplie de leur accorder une ultime chance. Touché par sa détresse, Harold, qui accepte de leur donner une seconde chance, promet d'approuver leur candidature s'ils parviennent à vaincre un Dantalion, un monstre classé niveau 8 des abysses. Quand Léon accepte la mission, Harold leur précise qu'ils seront en concurrence avec un autre groupe pour terrasser la bête. Celui qui réussira cette mission verra sa candidature de clan validée. Cependant, alors que Léon s'apprête à demander le nom de leur groupe rival, Noël débarque, l'air de rien, et se présente lui-même comme leur concurrent direct. Après les formalités d'usage, Harold s'assied et leur demande s'ils sont familiers avec les Dantalions. Noël répond en expliquant que ce sont des créatures simiesques et cruelles, capables de lire dans les pensées grâce à leur troisième œil situé sur le front. Puis il demande à Harold s'il est permis de neutraliser l'autre groupe avant de s'attaquer aux Dantalions. Harold confirme que oui, mais interdit formellement tout meurtre. En entendant cela, Noël suggère alors à Harold d'ordonner à tous d'être présents le jour de l'épreuve afin d'éviter toute embuscade ou attaque surprise de part et d'autre. Harold acquiesce aussi, mais il prévient les membres des groupes que, s'agissant d'une épreuve spéciale, l'équipe perdante sera contrainte de se dissoudre et n'aura plus jamais le droit de former un groupe. Satisfait de ces règles, Léon et Noël signent les documents requis et Harold les congédie pour qu'ils se préparent et se retrouvent pour le test dans 3 jours. 3 jours plus tard, les deux groupes se réunissent près de l'abîme du Dantalion. Mais dès qu'Harold donne le signal de départ de l'épreuve, l'équipe de Léon s'apprête à foncer dans la bataille quand soudain ils aperçoivent Noël et ses coéquipiers en train de se la couler douce et de pique-niquer tranquillement. Choqué, Léon demande à Noël pourquoi il déjeune en pleine compétition, mais connaissant le personnage, Noël ne fait que le provoquer sciemment, lui faisant perdre un temps précieux. Heureusement, avant que Léon ne tombe complètement dans le panneau de cette provocation, Chimay le ramène au calme et l'exhorte à simplement l'ignorer. Une fois dans l'abîme, Ophélia localise précisément les Dantalions grâce à ses pouvoirs de reconnaissance, mais alors qu'il s'apprête à engager le combat, Vauclave révèle à Léon que Noël l'a approché, tentant de le convaincre de trahir leur groupe en lui promettant la liberté en échange.
Bien qu'il ait refusé, Vauclave pense que Noël a pu approcher les autres membres aussi. Et effectivement, Ophélia et Chaim admettent à leur tour que Noël les a sollicités. Léon est abasourdi que Noël aille si loin pour monter tout le monde contre lui, mais Chaim et les autres le rassurent, ils sont loyaux. Au même instant, les petites unités d'avant-garde des Dantalions les attaquent, les forçant à engager le combat. Pendant ce temps, Koga et Alma, tous deux visiblement inquiets, demandent à Noël s'il est vraiment judicieux de rester les bras croisés pendant que leurs rivaux les dépassent. Noël les rassure, tout cela fait partie de son plan. Au-delà du fait que leurs rivaux les surpassent en capacité, Noël observe que Léon est un leader puissant, non seulement fort, mais doté d'une capacité de décision hors pair. De plus, il possède une compétence céleste unique, les ailes d'ange, qui lui permet d'activer ses pouvoirs à la vitesse de la pensée. Son seul défaut, c'est sa personnalité agaçante de Monsieur Parfait. Noël affirme avoir déjà semé les graines de la méfiance chez les autres membres du groupe en leur glissant que Léon finirait par les trahir s'il ne le faisait pas avant lui. Tandis que l'épreuve se poursuit, Noël se remémore le moment où il a rendu visite à Chaim, seul dans un bar, et lui a suggéré de trahir son groupe. Au début, Chaim s'est esclaffé, mais Noël l'a assuré, s'il trahissait l'équipe, sa liberté serait garantie. Perplexe, Chaim lui demande pourquoi il estime qu'il a besoin d'être libre. Noël répond qu'il sait pertinemment que Chaim et les autres aussi doivent avoir bien du mal à suivre quelqu'un d'aussi exceptionnel et talentueux que Léon. Bien qu'il ait raison, et Chaim admet ressentir parfois une pointe de jalousie face à la force de Léon, notre ami n'a aucune intention de changer d'équipe en plein match. Il assure donc à Noël qu'il continuera de soutenir Léon, son frère de cœur. À présent, Chimay et son groupe peinent à faire face à la frénésie et à la puissance d'attaque du Dantalion. Même après une heure de combat acharné, ses agaçantes capacités de lecture de pensée les mettent à rude épreuve. En dernier recours, Léon tente de déchaîner une attaque d'aile d'ange à large portée, l'impact divin, mais le Dantalion bondit dans les airs pour l'esquiver, puis projette une volée de petites roches sur Léon et ses compagnons. Au milieu de la mêlée, Ophélia se brise le bras droit. Léon ordonne aussitôt à ses subordonnés de battre en retraite et déploie un bouclier sacré pour les protéger. Tandis que Vaclav et Chaim évacuent Ophélia, ce singe déchaîné frappe sa tête contre le bouclier de Léon, tentant de le pousser à l'abandon. Enragé, Léon déchaîne une puissante compétence lumineuse, l'invincible, qui aveugle le Dantalion. Il se retire ensuite prestement dans la barrière de camouflage de Vaclav, un endroit où aucune bête ne peut les repérer. Après avoir soigné la main fracturée d'Ophélia, Chimay suggère à Léon de réitérer la tactique risquée employée contre l'Ajatar. Lui servirait d'appât et Léon achèverait le monstre avec la lame de Séraphin. Mais Léon refuse, craignant de les blesser. Puisque les attaques furtives sont inefficaces, Chim dit à Léon qu'ils peuvent toujours tenter d'abattre le monstre avec une attaque massive comme la lame de Séraphin. Quand Léon refuse obstinément, Chimay s'agace et lui rappelle les conséquences d'une retraite à ce stade. Là-dessus, Léon, désespéré, propose la pire des idées dans cette situation, s'allier au groupe de Noël. Ainsi, ils pourraient travailler ensemble pour vaincre le Dantalion sans sacrifier qui que ce soit. Quand Ophélia s'interroge sur l'épreuve, il lui répond qu'en s'unissant pour abattre la bête, il resterait tout de même un groupe. C'est à ce moment-là que Chaim perd son sang-froid et confronte Léon, le traitant de lâche sans courage. Bien que Léon prétende vouloir éviter de sacrifier qui que ce soit, Chaim est persuadé qu'il n'est qu'un gamin peureux, préférant faire confiance à leur véritable ennemi, Noël, juste pour fuir ses propres problèmes. Pour en avoir le cœur net, Chaim demande une dernière fois à Léon s'il fait plus confiance à Noël qu'à lui. Au moment où Léon affirme que oui, Chimay s'effondre, réalisant que Noël avait vu juste, Léon était bien le traître. N'ayant plus d'autre choix, il poignarde Léon au ventre, évitant soigneusement les organes vitaux, puis il profère des inepties, observant Léon gisant au sol jusqu'à ce que le monstre finisse par localiser leur position. Au moment où il s'apprête à les attaquer, Noël débarque, se présentant comme l'ennemi juré du Dantalion. Il ordonne à Koga de l'attaquer sans réfléchir pour que le Dantalion ne puisse pas lire dans leurs pensées. Tandis que les attaques de Koga s'enchaînent, le Dantalion est quelque peu dérouté, incapable de lire l'esprit et les intentions de Koga. Noël révèle alors qu'il s'était entraîné avec Koga via Link, lui permettant d'attaquer avec un esprit totalement vierge. À un moment, le Dantalion offre une ouverture à Noël qui tire alors une balle Garmor à 10 millions de dollars, transperçant la poitrine du monstre. Tandis qu'il saigne, le Dantalion se plaint de ne pas pouvoir lire l'esprit de Noël. C'est que la capacité de stratège de Noël le fait penser si vite que le Dantalion ne peut tout simplement pas suivre ses pensées. Enragé, le Dantalion tente des attaques aléatoires pour déstabiliser Noël et lire ses pensées. Mais Noël passe en mode pensée parallèle à grande vitesse, lui infligeant un terrible mal de crâne. Finalement, le Dantalion s'arrache son troisième œil et fonce sur Noël pour le déchiqueter. Mais à la dernière seconde, Alma surgit et le massacre. Sentant le danger, le Dantalion lance une attaque surprise fulgurante sur Alma, mais celle-ci utilise sa compétence d'assassin de rang B, fantôme, pour se rendre intangible. Immédiatement après, elle perce un trou dans la poitrine du Dantalion d'une attaque rapide, le tuant sur le coup.
Ensuite, le dôme abyssal se dissipe, signe que le monstre est vaincu. Koga, lui, gagne une marque de promotion sur le dos de sa main. Tandis qu'il jubile, Shimei s'approche de Noël, l'air abattu, et lui demande s'il avait anticipé et orchestré ce dénouement précis. Noël lui répond que tout ce qui s'est produit, l'organisation de la guilde, le type de monstre affronté et même ses fausses lettres, absolument tout avait été minutieusement planifié par lui. En entendant cela, Shyme perd son sang-froid et empoigne Noël, mais avant que la moutarde ne lui monte au nez, Noël lui assure que sa jalousie et celle des deux autres envers les capacités de Léon a aussi grandement contribué à la chute de leur clan. Se tournant ensuite vers Léon, qui semble croire que son groupe l'a trahi, Noël lui assure qu'il les a lui aussi trahis en ne leur faisant pas confiance au moment crucial. Léon est anéanti, car il sait que Noël dit la vérité. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Harold débarque, déclare le groupe de Noël vainqueur de l'épreuve, approuve leur candidature de clan et ordonne au groupe perdant de se dissoudre sur le champ. Quelques jours plus tard, la nouvelle des résultats de l'épreuve se répand dans la capitale. Nombre de chercheurs dont Zeke sont choqués que le groupe de Léon ait été vaincu par ce petit vaurien arrogant. Quant aux anciens membres de l'équipe de Léon, Ophélia quitte définitivement la capitale, Voclav rejoint un meilleur groupe et Chim, lui, broie du noir. Quant à Noël, il rend visite à Hugo dans sa prison pour se vanter de son récent exploit. Hugo, impressionné par la nouvelle, demande à Noël ce qu'il leur a bien pu offrir pour les faire basculer. Noël répond simplement « la liberté ». Pendant ce temps, Chim est au bar, se noyant dans l'alcool pour noyer son chagrin. Le barman, pris de pitié, lui conseille d'arrêter de boire. Mais Chim répond au vieil homme qu'il ne peut pas surmonter le fait d'avoir poignardé son ami et ignoré ses ordres, même si ce dernier prenait la bonne décision. Après l'avoir écouté, le barman admet que Chime a vraiment fait une gaffe avec ce coup de couteau, mais pour l'instant, il ajoute que la meilleure chose à faire est de libérer Léon de cette douleur insupportable qu'il ressent. Plus tard ce soir-là, Edgar et ses sbires coincent Léon dans une ruelle et le tabassent copieusement. Confus, Léon demande pourquoi tant de haine. Edgar répond que c'est parce qu'il a accaparé toutes les louanges et la gloire avec son attitude de Sainte-Nitouche, laissant des brutes qui aiment la destruction comme eux être ridiculisés sans fin. Maintenant qu'il est sans groupe, Edgar attrape Léon par le cou pour l'étrangler, mais Noël débarque avec Koga et Alma, neutralise les sbires d'Edgar et lui tranche le nez quand il fait le malin, lui donnant une bonne leçon pour ne plus jamais le manquer de respect. Après qu'Edgar se soit enfui à toutes jambes, Noël se tourne vers Léon et lui promet de le nommer sous-maître de leur clan s'il les rejoint, mais Léon s'emporte accusant Noël d'être la cause de la chute de son ancien clan. Là-dessus, Noël l'aide à comprendre que le fossé abyssal entre ses compétences et celles de son équipe a condamné son groupe dès le départ. Bien que Léon le sache pertinemment, il répond à Noël qu'il ne peut pas l'admettre, sinon tout le travail acharné de ses anciens coéquipiers aurait été vain. Tandis que le pauvre gars a les larmes aux yeux, Noël ressent une once de sympathie. Il lui rappelle alors que le monde est un endroit cruel et jure que si Léon choisit de rejoindre son clan, il pourra enfin se bâtir une véritable réputation en tant que chercheur. Là-dessus, Léon dit à Noël qu'il sera vraiment un traître s'il s'allie à lui. Mais Noël lui rétorque de penser à lui-même pour une fois et d'être prêt à mettre tout le reste de côté, sinon son héritage s'éteindra. Finalement, Léon demande à Noël pourquoi il est un chercheur. Quand Noël répond qu'il veut prouver au monde qu'il est le plus puissant, Léon rejoint officiellement son clan. Pendant ce temps, Marion, en compagnie d'Harold, reproche à Noël d'avoir joué de manière trop déloyale, mais Harold rétorque que c'est permis, tant qu'il n'y a rien d'illégal. Marion l'accuse de laisser ses préférences altérer son jugement, mais Harold répond qu'il leur a déjà confié une nouvelle mission, vaincre le Garmeur dans la vallée de Quartz, un monstre classé niveau 9 des abysses, afin de juger par lui-même de leur véritable puissance. Quelques instants plus tard, alors que Noël et les membres de son clan arpentent les rues, les gens les fixent du regard et accusent Léon d'être une véritable honte pour les chercheurs. Mais juste au moment où Noël conseille à Léon de ne pas y prêter attention, Chim débarque et tente d'attaquer Noël. Léon intervient aussitôt pour l'arrêter, mais Chimède l'accuse d'être un traître et l'attaque. Pour sauver son nouveau maître de clan, Léos assomme Chimède d'un seul coup de poing. Mais alors qu'il s'apprête à rejoindre Noël et les autres, il entend Caïm lui souhaiter bonne chance, les larmes aux yeux, et s'en va malgré tout. Une heure plus tard, Noël et les membres de son clan arrivent à leur nouvelle demeure, un ancien site d'exécution de 20 millions de dollars, réputé hanté par la malchance et d'innombrables âmes humaines. Tandis que les autres s'affolent, Noël sort le manuel d'exorcisme qu'il vient d'acquérir, promettant de détruire toute âme qui oserait les attaquer. Ensuite, il leur remet à tous un pendentif orné d'un serpent ailé, symbolisant la double nature de leur nouveau clan qu'ils baptisent la Tempête Sauvage. Quelques jours plus tard, Noël et ses membres se rendent dans la vallée de Quartz pour y affronter le Garmeur et passent la première heure à combattre sans relâche ses invocations.
Alors qu'ils atteignent leurs limites, Noël utilise l'exorcisme pour anéantir les invocations, tandis que Léon, avec sa redoutable lame de séraphin, achève le reste de la horde. Après cela, il se réfugie dans une grotte de cristal pour se reposer et reprendre des forces. Quand le Garmer les retrouve inévitablement, Noël règle son minuteur sur 146 secondes. Il s'approche ensuite du monstre et tente de gagner du temps en lui proposant un marché bidon, histoire de le distraire un peu. Cependant, juste au moment où le monstre s'apprête à mordre à l'hameçon, Noël sort un vaporisateur et projette une étrange brume sur le Garmer. En quelques secondes à peine, le poison contenu dans cette brume pénètre son système. Dès que le monstre comprend, Noël révèle que la brume contenait un poison inodore, spécifique aux bêtes, créé avec le sang d'Alma. Quand le Garmer prétend que le poison ne peut rien lui faire, Noël explique qu'ils ont en fait saturé tout l'espace de poison et simulé l'épuisement uniquement pour l'attirer ici. Pour tenter de se sauver, le Garmer essaie d'invoquer les siens, mais en vain, car il est à court de mana. Pour clore le combat, Noël fait exploser la tête du monstre, mettant ainsi fin à la bataille et purifiant l'abîme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, à votre avis, que va-t-il arriver à Noël et aux membres de son clan? Pensez-vous qu'ils parviendront à devenir un clan Regalia en seulement 6 petits mois? Dites-nous tout en commentaire. Et si vous avez envie d'encore plus de récapitulatifs d'animes comme celui-ci, alors n'hésitez pas à jeter un œil à cette vidéo juste ici.